Bonjour tout le monde, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Euh, Sans farce, je suis vraiment un peu excité, un peu nerveux aussi, je dois l'avouer à ceux qui me connaissent, parce que j'ai quelqu'un avec nous ce soir que je vais vous introduire dans quelques minutes, mais je vais vous donner un contexte, comment j'ai connu cette personne-là, comment il m'a aidé directement, indirectement. Puis, on va parler des relations de couple en réalité ce soir. Pourquoi? Parce que ça a commencé par moi-même en réalité. Je suis en couple depuis 17 ans et même si ça fait 17 ans, on a toujours des défis. Et on a aussi des conflits récurrents qui reviennent. Donc on est, je pourrais dire, régulièrement en recherche de s'améliorer, de mieux se comprendre, etc. Et dans ma pratique de thérapeute en hypnose, je vois des gens dans les couples, des hommes, des femmes, et ce que je constate, c'est que c'est aussi une source très grande de souffrance par moment puis une très grande de bonheur. Mais les gens que je vois, c'est plus une source de souffrance, bien sûr, parce qu'ils ont des problématiques. Et ma conjointe avait connu notre invité ce soir, je ne mentionne pas son nom encore, mais avec nous, via son livre, un best-seller mondial qui est sorti, elle m'avait parlé de ça, j'avais regardé un peu, et on a vu par hasard qu'il lançait un programme en ligne pour aider les couples. Et on s'est inscrit spontanément comme un apprentissage pour notre couple, pour s'améliorer. Et c'est ainsi que j'ai découvert notre invité. Et j'ai eu la chance de pouvoir communiquer avec lui et d'en parler et de se comprendre sur qu'est-ce que, dans nos pratiques différentes. Donc, je vous présente, c'est monsieur, il s'appelle monsieur Marc Pistorio. On dit docteur Marc Pistorio, qui est psychologue. Je vous lis un petit peu sa petite bio textuellement, comme ça, tout doit être là. On dit docteur en psychologie clinique. Marc Pistorio est membre de l'Ordre des psychologues du Québec depuis 1990. Si je ne me trompe pas, une pratique au Québec pendant une trentaine d'années, toujours encore maintenant. Spécialiste dans les relations interpersonnelles, il s'intéresse particulièrement à l'attachement chez les enfants, les adultes et les couples, aux situations de crise, de conflits conjugaux, la régulation émotionnelle et à la communication. Auteur de 6 best-sellers, dont celui qui nous a interpellés, Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. Donc, bonjour, bonsoir, Monsieur Pistorio. Bonjour, bonsoir, effectivement. On... je suis très heureux en fait qu'on se rencontre parce que c'est évidemment un sujet qui me passionne, hein, et en même temps, j'ai toujours beaucoup de plaisir à partager les clés, hein, de mon expérience clinique parce que je pense que même si les histoires sont individuelles, elles se rejoignent aussi, les difficultés des couples se rejoignent aussi et on va s'en parler. Donc, oui, ça me ferait très plaisir, ça me fait très plaisir d'en parler. Et de savoir aussi que ça aide, parce que c'est ça le but, hein, de cette fameuse formation au programme en ligne, c'est d'aider en fait à partir du quotidien. Donc effectivement, je pratique au Québec et je continue à pratiquer en fait essentiellement en ligne, hein. Donc je pratique avec des gens un peu partout dans le monde, mais je constate ces points communs en fait qui sont les difficultés de communication, comment gérer un conflit. Mais tout ça sous la lunette, hein, sous l'angle du style d'attachement amoureux. Et ça, c'est intéressant. Ça a été, je dirais, même si je suis dans le domaine de la psychologie à travers l'hypnose, sans être psychologue, sans être thérapeute, bien sûr, c'est une passion personnelle. Donc, j'apprends constamment là-dedans. Je dois dire que j'ai beaucoup appris depuis que je vous ai connu. Ça m'a apporté une autre facette. Mais avant d'aller vers ces facettes-là, un peu des styles d'attachement, j'aimerais peut-être vous poser quelques petites questions, Bien afin que sûr. les gens ici puissent peut-être soit se reconnaître ou vivre ces situations-là, mais d'après votre expérience, dans votre pratique sur les couples. C'est quoi les plus grands blocages ou conflits que vivent les couples aujourd'hui? Peut-être les trois, quatre choses majeures que vous voyez. Ouais, je dirais que en consultation de couple, en consultation conjugale, on parle systématiquement d'enjeux de communication. On parle systématiquement de régulation ou dérégulation émotionnelle, hein. Qu'est-ce que je fais de mes émotions? Comment je gère mes émotions? Mhm. Euh, donc la colère, les frustrations, l'irritabilité, on parle de tout ça régulièrement, mais aussi la tristesse, par exemple, ou les attentes déçues. Euh, on parle aussi beaucoup d'intimité, systématiquement, d'intimité au sens large du terme, donc ça inclut aussi la sexualité, puisque l'intimité, pour moi, c'est une forme de communication aussi, hein, de communication non verbale, mais
à ce moment-là, en fait, c'est un thème récurrent et évidemment, on va parler d'enjeux d'attachement. Alors, les gens n'arrivent pas en disant, ben, j'ai un enjeu d'attachement, sauf peut-être certains professionnels, mais en général, les gens vont dire, ben, je me sens pas en sécurité dans ma relation. J'ai l'impression que euh, je vis beaucoup d'anxiété. J'ai l'impression que on évite de parler de telle ou telle chose. J'ai l'impression qu'en même temps, je vis beaucoup d'anxiété et beaucoup d'évitement de parler de ce qui me préoccupe. J'ai cette ambivalence de proximité et de distance. Et quand on dit ça, ben, on vient de définir, ou les gens ne savent pas, mais ils viennent de définir les grands enjeux et les grands styles d'attachement amoureux, dont on va reparler, hein, puisque pour moi, c'est la clé de lecture parce que à partir de ces styles d'attachement vont se décliner des problématiques qui vont arriver à coup sûr. OK. Et une question qui me brûle les lèvres un peu. J'y avais pensé avant de vous rencontrer, bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on veut tant être en relation? Pourquoi on veut, Mhm. après des fois de multiples échecs ou même des souffrances, pourquoi on revient vers le couple? Tu sais? Ouais. Je pense qu'on a tous besoin absolu d'aimer et d'être aimé. Et en même temps, à partir du moment où on vient tous d'une histoire qui a débuté par une histoire relationnelle, hein, le bébé ne naît pas tout seul, ne s'organise pas tout seul, ne grandit pas tout seul. Il est tout de suite dans la relation à son parent et il est tout de suite dans la volonté profonde d'être reconnu dans le regard de son parent. C'est-à-dire de sentir sa valeur, de sentir qu'il compte, de sentir qu'il a une place, de sentir que il existe dans le regard et dans la relation. Et je pense que à partir du moment où la relation a été, aux parents notamment, très agréable ou très difficile, on va passer sa vie à vouloir répéter le meilleur et à vouloir réparer le difficile. OK, OK. Donc, on parle de vraiment quelque chose qui part de là, Ouais, absolu. Ouais, ouais, ouais. même si on Oui. n'en est pas conscient. Non, absolument. D'ailleurs, je pense que c'est surtout notre inconscient qui dirige nos actions, qui dirige nos choix, tant qu'on n'a pas exactement identifié. Mais qu'est-ce qui fait, par exemple, que j'ai tendance à me rapprocher de personnes qui sont un peu toujours dans le même schéma et que je répète les mêmes souffrances donc on a besoin d'élever son champ de conscience finalement pour identifier exactement qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui fonde nos choix et nos choix amoureux. C'est avant tout, je le dis dans le livre, hein, le choix amoureux, c'est avant tout un choix inconscient. C'est-à-dire que c'est bien plus complexe que de dire, ah, elle est jolie, ou il a de beaux yeux, ou il est intelligent, ou elle est... C'est bien plus complexe que la première attirance qu'on a, qui est souvent l'attirance physique. Physique et inconsciente aussi, ce que je me rends compte. Absolument, absolument. On va Parce que, avoir tendance à répéter ce qui nous a fait souffrir dans l'enfance par de mauvais choix amoureux, parce qu'on cherche à réparer quelque chose qui n'a pas pu être complété dans l'enfance. Et puis, il y a une proportion de gens qui ont bien vécu des relations sécurisantes avec leurs parents, et cela, la recherche montre qu'ils ont tendance à aller spontanément vers le développement de relations amoureuses, harmonieuses. OK. Bien sûr, les relations harmonieuses, je les vois moins dans mon bureau, probablement que vous aussi. C'est le but, hein? Un peu le but ultime. Bien Et sûr. de l'autre côté, qu'est-ce qui fait que des gens, parce que tu sais, on a tous des amis qui ont été soit en couple à répétition, donc des ruptures, ou des styles de relations qui sont toujours toxiques, ou il y en a Mhm. d'autres qui me disent non, moi je ne veux plus rien savoir de ta relation, je suis bien tout seul. T'sais. Donc, qu'est-ce que ça cache souvent, ce discours-là, qu'on entend quand même assez souvent, régulièrement? Les gens disent, moi, je reste tout seul, je suis bien. Oui, c'est ça. Et je pense que autant il y a une valeur, en fait, après une relation qui a été difficile et qui se termine, à faire le bilan et à vivre son célibat pour un temps, pour se déposer, pour réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé et en fond, retirer l'enseignement nécessaire de la relation passée pour mieux se préparer à la suivante. Mais, et ça, c'est le côté sain, en fait, de l'acceptation d'un célibat. Mais je pense qu'il y a des personnes qui vivent des blessures ouvertes avec lesquelles elles ne savent pas composer, dont elles ne comprennent pas, en fait, l'origine ou le bénéfice ou comment le faire évoluer. Et ces personnes-là vont avoir tendance parfois à rationaliser
Donc la rationalisation, c'est un mécanisme de défense pour ne pas vivre des émotions difficiles. Et elles vont avoir tendance à rationaliser en disant, ben, au fond, je suis bien seul, j'ai pas tellement le temps d'une relation, j'ai de très bons amis. C'est beaucoup plus simple ma vie depuis que je ne suis pas en couple. Et là, c'est un élément en même temps qui est triste à la fois parce que c'est un peu comme si on capitulait sur ce qui est possible dans la relation à deux et qui va aider à réparer, mais qui va aider aussi à partager et à vivre le meilleur. Donc, on se prive d'une partie importante de la connexion humaine, parce que la connexion relationnelle avec des amis ou avec soi-même, oui, elle est importante, mais elle n'a rien à voir avec la confrontation, entre guillemets, bienveillante qu'on peut vivre dans une relation de couple. Tous les gens qui sont en couple le savent. Ils ne peuvent pas fonctionner comme s'ils étaient seuls et comme s'ils avaient toujours raison. L'autre vient confronter des choses Ouais. qui méritent d'être travaillées pour évoluer. Et c'est ça la richesse aussi de la relation à deux, en plus de s'épauler, de s'appuyer, de se faire grandir. Donc, il y a une partie, si je comprends bien, qui est normale dans un couple de, je dirais pas de confrontation, mais de se faire évoluer, de ne pas être d'accord, d'avoir des Oui, points de oui, vue bien différents. sûr, bien sûr. Oui, il n'y a Fait en pas de sorte relation de que couple. ça nous challenge, comme on dit, hein. Complètement. Il n'y a pas de relation de couple sans conflit. Il n'y a pas de relation de couple qui se résume à ça devrait être simple en tout temps. C'est pas simple parce que nous sommes des êtres complexes et que la combinaison à deux de deux personnes complexes, c'est une dynamique qui va l'être aussi jusqu'à ce qu'on en comprenne en fait hein, justement les grands marqueurs et ça s'apprend. En même temps, je dirais que les personnes qui restent célibataires, souvent, sont des personnes qui ont peur de souffrir et qui ne veulent pas revivre la même souffrance. C'est aussi l'objet d'aller consulter, hein, d'aller vous consulter, d'aller nous consulter, mais aussi d'aller lire, aller à une conférence ou un programme. C'est de réaliser qu'il y a des éléments à comprendre sur soi pour pouvoir justement ne plus être coincé dans des difficultés qu'on a vécues et qui nous ont déstabilisés. Donc, il y a du travail qu'on peut faire en réalité seul et il y a du travail qu'on ne peut que faire aussi en couple, Ouais. si tu comprends bien, hein? Oui, vraiment. Et d'ailleurs, je parle rarement de moi, mais je vais en parler là un petit peu pour vous dire que avant j'ai commencé à être thérapeute, un jeune thérapeute, et puis moi, j'avais le sentiment que j'étais là pour les autres, et puis que je les aidais, et à un moment donné, dans ma propre vie personnelle, j'ai vécu mes premiers écueils, mes premiers échecs, et là, j'ai bien dû me rendre à l'évidence que moi aussi, j'avais besoin d'aller consulter, et ça a été difficile parce que je suis arrivé à rencontrer ma thérapeute comme un peu comme une collègue et finalement hein, parce que c'était une excellente thérapeute, elle m'a ramené à ma vulnérabilité d'individu qui venait la rencontrer non pas comme thérapeute mais comme individu qui avait des choses à comprendre et je pense que ce cheminement-là, il est essentiel aussi pour aller chercher des réponses qu'on ne peut pas s'offrir à soi-même. Ouais, des fois, je dis en blague, des fois à des amis ou des clients, les problèmes des autres sont très faciles à régler, c'est les nôtres. C'est Absolument. qui viennent nous Oui, oui, chercher, c'est ça qui active hein, tu sais, l'émotion, tout à vraiment. fait, Et c'est tout à là fait. qu'on entre dans une zone qui est plus difficile. Bien Peut-être dans sûr. cette zone difficile-là, comment, excusez-moi, dans le fond, Bon, ça va. ça me fait penser un peu, bon, on parle de conflit. Tu sais, qu'est-ce qui cause les conflits chez les couples? Vous avez parlé de style d'attachement, mais là, on fait référence à quoi? Ben, par exemple, si une personne a un attachement anxieux, par définition, elle va vivre avec une crainte de l'abandon. Parce que quand on parle, il y a quatre styles d'attachement, l'un d'entre eux, c'est l'attachement anxieux. Et quand on parle d'anxiété dans l'attachement, eh bien, on parle d'anxiété d'abandon. Alors, OK. cette personne, en fait, si elle entre en relation de couple avec une problématique d'abandon, c'est-à-dire avec une anxiété d'abandon, eh bien, elle va avoir besoin pour se rassurer de beaucoup de proximité. Mais cette proximité, elle va aller la rechercher dans une relation de couple fusionnelle. On fait tout ensemble, on est tout le temps ensemble et la présence de l'autre m'apaise.
mais parfois, cette volonté de grande proximité, parce qu'elle est surinvestie, elle va faire en sorte aussi que cette personne-là va être rejetée ou va se sentir souvent rejetée. Et donc, on voit bien tous les conflits intérieurs et à deux que ça peut créer. La peur s'active chez la personne d'être que l'autre personne Complètement. quitte ou la trompe ou la rejette ou Absolument, absolument. Et donc, va la pousser à surveiller davantage, à aller regarder ce qui se passe au niveau des messages du téléphone, à réclamer ben, pourquoi tu m'as pas appelé, pourquoi tu... Donc, il va y avoir vraiment une pression qui va être vécue par l'autre parce que on voit bien que cet enjeu d'abandon n'est pas résolu. À l'opposé du spectre, on a la posture inverse, qui est celle d'une hyper-distance dans la relation. Et ça, sont des gens qui, par exemple, évitent d'aborder certaines choses parce que ça crée trop de proximité, parce qu'ils se sentent envahis, parce que, ils préfèrent garder une distance qu'ils vont estimer sécurisante. Et ça, on sait, hein, c'est ce que montre la recherche sur l'attachement, que ce sont des gens qui ont été blessés dans la proximité, notamment dans la relation parentale. Donc, ce sont ces gens qui vraiment se protège. garantissent Hein? se protègent, ils se garantissent un terrain sur lequel on n'entre jamais, mais ce que ça fait passer comme message, eh bien, c'est celui de gens qu'on va trouver plutôt froids, plutôt distants. C'est difficile d'entrer en contact avec eux et imaginez ensuite hein, les combinaisons que ça peut créer, par exemple un évitant et une personne anxieuse, ce sont des gens qui se courent après en permanence. Donc, c'est ça l'idée des conflits, c'est que en fonction de cette difficulté qu'on a avec la proximité dans l'intimité ou la distance dans la relation intime, eh bien, ça va créer des conflits parce que ça va créer aussi des non-dits, des mésententes, des tensions. Donc, à partir du moment où on vit avec un enjeu d'attachement, on va inévitablement aller vers des sources conflictuelles. OK. Donc, on a deux. On a le type anxieux, le type évitant. Et on a évidemment hein, le type qu'on appelle désorganisé, qui est beaucoup d'anxiété et en même temps beaucoup d'évitement. Hein. Dans l'anxieux, on a surtout beaucoup d'anxiété d'abandon. L'évitant, on a beaucoup d'évitement de l'intimité pour se protéger. Puis le désorganisé, c'est la personne qui vit les deux. Donc c'est vraiment un style d'attachement qui est beaucoup plus souffrant hein, parce que la personne est à la fois avec une anxiété d'abandon et en même temps, donc elle veut beaucoup de proximité, mais en même temps, elle est incapable de vivre la proximité et elle est dans beaucoup d'évitement. Donc, il y a tout un travail à ce moment-là à faire pour la personne hein, et qui aura besoin d'aide. C'est Et ça, très c'est donc ambivalent, lui, deux choses complètement très ambivalent. C'est opposées. vraiment le mot qui désigne le mieux l'attachement désorganisé, c'est une ambivalence continuelle. Je veux m'approcher, mais j'en suis incapable. Et donc, ça vraiment donne les trois styles d'attachement insécurisant, anxieux, évitant, désorganisé. Et il y a vraiment le style d'attachement sécurisant. C'est celui qu'on recherche tous. Ce sont des personnes qui se sentent dignes d'amour, qui sont capables de faire confiance, qui sont capables de se remettre en question, qui gèrent bien les conflits. C'est vraiment le style que l'on recherche tous dans une relation amoureuse. On veut être cette personne pour l'autre et on veut que l'autre soit cette personne pour soi. C'est à peu près, d'année en année, c'est ce qu'on montre, hein, avec quelques fluctuations, environ la moitié de la population adulte. Donc, il y a cette proportion qui est à peu près 50-55% de personnes au style d'attachement sécurisant. Et les trois insécurisants, c'est à peu près en proportion égale, et, évitant pardon, et anxieux, et puis en moindre proportion, parce que c'est un peu plus un style d'attachement pathologique, celui-là, c'est environ 10% de la population. Est-ce que ça a un lien quelconque avec le taux de séparation Pardon, ou non? excusez-moi. Est-ce que ça a un lien quelconque avec le taux de divorce, séparation chez les couples? On parle d'un couple sur deux qui se sépare. Est-ce que ce 50%-là ressemble un peu à ça ou pas nécessairement? Oui, il y a des liens absolument, c'est-à-dire que euh, on voit bien que à partir du moment où on dit bah, il y a à peu près 50% de la population qui est
sécurisant et l'autre qui ne l'est pas. Et en même temps, on voit bien qu'un couple sur deux se sépare ou divorce. Il y a quand même hein, une corrélation qui existe entre tous ces éléments-là. Plus on va être dans un style d'attachement insécurisant, plus on va entrer dans une relation de couple avec le doute que ça fonctionne et que ça fonctionne à long terme. C'est-à-dire que la personne déjà est dans une perspective de remise en question de la relation. Alors au début, ça peut être merveilleux, mais tout à coup et rapidement, les gens se disent, ah non, ça fonctionnera pas pour telle ou telle chose, etc., etc. Alors que les sécurisants ne doutent pas de pouvoir résoudre les difficultés. Vous voyez bien que ça change complètement la perspective dans laquelle on entre en relation. Donc, on pourrait quand même, de couples de parents qui ont été ensemble, avoir un style anxieux ou Oh, oui. organisé et d'être de parents aussi séparés, anxieux désorganisés ou sécurisants si les parents se sont mis avec des gens dans des relations plus saines. Tout à fait. En fait, ce qu'on réalise, c'est que si une personne est insécurisante, d'un style d'attachement insécurisant, mais qu'elle entre en relation avec une personne sécurisante, c'est la personne sécurisante qui va rallier la personne insécurisante à force de la sécuriser, d'avoir les bonnes attitudes, de la rassurer. Cette personne devient de moins en moins insécurisante. Évidemment, ce qui fait aussi la différence, c'est une personne insécurisante qui travaille sur elle-même. Il est montré que cette personne-là peut évoluer. Puis ça a été aussi, évidemment, hein, c'est le cœur de ma pratique clinique, mais c'est aussi le cœur de l'objet du programme. C'est à partir du moment où on sait et où on a démontré que des personnes insécurisantes pouvaient devenir plus sécurisantes, eh bien, à ce moment-là, on s'est inspiré des sécurisants pour dire, mais qu'est-ce qu'ils font de si bien? Et on Mhm. a pris en fait les attitudes des sécurisants dans la communication, la résolution de conflits, l'intimité, et on s'est dit, ben, tiens, qu'est-ce qu'ils font? Et on a pris ces outils-là et on dit à ce moment-là aux personnes insécurisantes, en fonction de leur style d'attachement, bien, vous qui êtes plus anxieux, vous avez cette capacité de proximité, il va falloir apprendre à, à mieux la gérer et il va falloir apprendre à développer ce qui manque un peu ou beaucoup, c'est cette capacité de s'assumer seul, de développer des passions tout seul, etc., etc. Donc, il y a une démarche à la base personnelle. Il faut que la Oh, personne oui, soit vraiment. consciente un peu de son style d'attachement pour savoir quoi faire à la base. Absolument. C'est pour ça que le début, c'est toujours quel est mon style d'attachement. Il y a des repères à évaluer et à se dire, bah tiens, tiens, telle caractéristique, je l'ai pas, je l'ai. Et c'est la combinaison de cet ensemble de caractéristiques qui va faire en sorte qu'on se dise, ah, ma tendance est plutôt telle ou telle autre. Mais je vous dirais, en fait, hein, les gens le savent. Je veux dire, c'est rare de dire à une personne, mais vous sentez que vous vivez de l'anxiété dans la relation, puis que la personne disait, ah non, pas du tout. En général, les gens savent bien, ouais, c'est vrai que moi, Savent je... les émotions qu'ils vivent, mais pas nécessairement ça s'apparente à quel style et qu'est-ce que ça peut causer comme conflit. Ou oui. Exact. Et pas forcément toujours l'origine de ça. Oui. Quand on en parle et quand on fait le travail, ou quand les gens, justement, identifient des choses de leurs histoires au niveau du programme, ils se disent, bah, tiens, au fond, effectivement, c'est vrai que je suis dans ce profil-là. Je pensais que l'origine, c'était toujours l'autre. Oui, c'est C'est un ça. peu ça qui se passe quand même dans des conflits de couple souvent. Ah, mais quand On les est gens vers arrivent l'autre. Ouais, quand les gens arrivent en couple, en thérapie, en général, je dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qui vous pose problème? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, mais en fait, ils ne parlent que de l'autre. Ils parlent rarement d'eux-mêmes. Et après qu'ils expliqué ça, je leur dis, OK, mais vous, qu'est-ce que vous avez le sentiment d'amener dans le couple et qui pourrait poser problème? Et là, ils ont beaucoup moins de choses à dire en général. Mais tu sais, là, on parle de style, ça peut être lourd par moments, difficile. Tu sais, quand on a un conflit, ça peut être très souffrant. Mais est-ce qu'il y a de l'espoir là-dedans? Mais oui, bien sûr. En fait, et puis c'est ça qui est très encourageant, c'est que, et c'est aussi ce que j'aime beaucoup avec l'attachement et la théorie de l'attachement, c'est que c'est une théorie du quotidien qui est très pratique, qui est très aussi accessible. Quand on parle aux gens d'anxiété, d'évitement, ils comprennent, ils voient ce que ça veut dire. Mais ce qu'ils voient aussi rapidement, c'est, mais alors il y a des choses à faire. Oui, il y a des outils, oui, il y a des stratégies, il y a de nouveaux réflexes à développer. Quand on parle de régulation émotionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire quand il y a un conflit, quand je suis très, très énervé, il va falloir que j'apprenne en fait à prendre du recul,
pour un temps, à éviter de parler, à comprendre l'importance des fois du silence choisi pour se dire, OK, je vais y revenir. Il n'y a pas d'urgence. C'est pas Se grave. retirer même quand ça commence à chauffer, si on peut Oui, dire. vraiment, tout à fait. Il y a vraiment des nouveaux. Déjà en consultation avec les gens que je vais voir, parce que je travaille individuellement, pas en couple, mais je me rends compte à travers vos recherches, votre travail et le programme, qu'on va parler un peu plus loin tout à l'heure, que c'est quelque chose que j'ai trouvé quand même extraordinaire. Je peux te parler un petit peu tout de suite. C'est que, tu sais, on est chacun dans notre tête, dans nos émotions. Oui, Puis quand on a un conflit, souvent, on peut avoir tendance à pointer vers l'autre. C'est oui. un réflexe quand Le même, je réflexe, pense, qui est quand même assez naturel. Mais quand on a passé à travers, je vais l'appeler de même, votre canevas, un peu votre programme, dans mon propre couple, c'est personnel, mais c'est que plutôt que de se regarder un et l'autre, on a chacun travaillé sur ça pour identifier ces styles-là. Ça a été vraiment une belle découverte parce qu'on n'était pas en train de pointer l'autre, on était en train de se découvrir dans un style. Et là, regardez après ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis ça, oui, tout c'est à une belle fait. découverte pour nous. Oui, oui, oui. Je pense qu'on a à redéfinir en fait ce qu'est la communication dans le couple. Parce que souvent, ça va être d'essayer de convaincre l'autre, ça va être de blâmer, ça va être de critiquer, ça va être de pointer ce qui n'allait pas chez l'autre. Et vraiment, dans le programme, ce qu'on essaie d'apprendre au niveau de la communication, c'est ben, quels sont les déclencheurs? Qu'est-ce qui, de façon presque systématique, vient me chercher dans la réflexion de l'autre? Et ce qu'on apprend, c'est au fond d'essayer hein, de pouvoir pointer l'émotion que ça nous fait vivre, d'expliquer à l'autre ce qui est difficile pour nous, plutôt que d'essayer de le convaincre qu'il a été incorrect. L'autre, il ne fait que révéler des choses, mais il n'est pas que le responsable de ce que ça nous fait vivre. Le Mhm. premier responsable, c'est nous-mêmes. Il s'agit d'apprendre à l'identifier et de se dire ben, comment le communiquer. La communication, c'est vraiment l'expression de deux perceptions. Et on doit rester curieux sur ça, plutôt que de dire ben, comment l'autre le voit, c'est ridicule, ça devrait être comme moi, c'est si évident. Mais au contraire, de revenir à une posture qui est ben non, il y a de multiples façons de voir les choses et la façon dont l'autre l'a vu est aussi valide que la mienne. Maintenant, comment prendre soin de nos sensibilités? Qu'est-ce qu'on On évite? part d'un couple qui est deux styles différents. Je ne mettrai pas deux points, je vais plutôt mettre deux mains comme ça. Ouais, 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 Qui sont ouais, ensemble, qui évoluent, donc qui apprennent le chemin de communiquer, identifier leurs émotions, leurs ouais, déclencheurs. Puis le ouais. but ultime, c'est d'arriver où dans notre processus de couple ou de personnes seules qui travaillent sur soi. C'est d'arriver en fait à exprimer un besoin qui n'est pas satisfait, et d'expliquer à l'autre en fait, ben, en fonction de mon histoire, de ma sensibilité, de mes souffrances, de mes traumatismes, de peu importe, en fonction de qui je suis, voici ce dont j'ai besoin, voici comment tu pourrais m'aider, moi. Je vais travailler à essayer de bien te l'expliquer, je vais travailler à essayer de bien gérer mon émotion, mais l'idée, c'est comment on peut s'aider à réparer, plutôt que de continuer perpétuellement à reproduire les mêmes choses et à se trouver impuissant. Parce qu'il y a plein de gens qui se quittent, non pas parce qu'ils s'aiment pas, ils se quittent parce qu'ils ne savent pas comment s'aimer. Ouais, C'est c'est une énorme différence. Donc, l'idée, c'est, ben, moi, je vais t'apprendre en fonction de qui je suis, comment bien m'aimer. Puis toi, dis-le-moi comment bien t'aimer. On n'a pas à critiquer ce qui déclenche une émotion forte chez l'autre. On a beaucoup plus à réaliser que ben, ça part d'une souffrance. Si la réaction de l'autre est très émotive, c'est certainement parce que ça a touché une sensibilité qui n'a jamais été réparée. Mais dans le couple, c'est important et c'est très valorisant de se dire, ben moi, je suis la personne sécurisante avec laquelle elle peut réparer, avec laquelle il peut réparer. Et c'est ça qu'on a à apprendre à faire et ça s'apprend concrètement, ouais, puis c'est de découvrir quelles sont nos blessures, nos styles. vraiment. Une fois qu'on découvre ça, ça prend ce travail-là à la base. Sinon, il n'y a rien qui se passe, Il n'y vraiment. a rien qui se passe et c'est vraiment toujours de rester dans la perspective de ce qui est disponible et possible. Moi, je dis toujours aux gens, et si vous disiez que l'autre est votre solution au lieu d'être votre problème, peut-être que on commence à se dire, OK, mais si l'autre est ma solution, peut-être que je peux faire certaines demandes.
peut-être que je peux demander d'être écouté sans avoir de solution. Peut-être, bon, il y a plein de possibilités. Mais si on se dit l'autre est un problème, l'autre c'est mon problème, c'est ça qui fait que je suis pas heureux, ben, on va perpétuellement se mettre à distance de l'autre ou se bloquer, réagir trop, être susceptible, etc., etc. Donc, c'est pas non plus une garantie, bien sûr, parce que c'est évolutif. C'est deux êtres humains. Absolument. Mais Oui, si mais en même temps, les deux veulent travailler, là, oui. Oui, je pense que si vraiment on a été blessé dans la relation, on doit réparer dans la relation. C'est mhm. fondamental, quoi. Parce que seul, ce sera difficile, puisqu'il nous manque l'autre qui va être celui qui peut nous faire vivre les choses autrement. Qui va activer nos boutons, ou des fois nos Oui, sensibilités ou nos oui, blessures même. oui. Ou qui va nous permettre justement d'apprendre à ne plus activer nos boutons. Ouais. C'est intéressant. Hein, C'est d'ailleurs un constat qu'on a fait, moi et ma conjointe, en faisant votre programme, c'est que on a toujours ressenti beaucoup, je dirais, d'espoir dans la manière dont vous introduisez ça. vraiment, Il y a de l'espoir, tu sais. Et les gens vraiment. perdent espoir à un certain point. Donc, c'est important. Oui, tout à fait, tout à Bien fait. Puis pas découragé, tu sais. complètement découragé, puis ne plus sachant comment dire les choses, s'éloigne, s'inscrivent dans des non-dits, se trompent parce que tout à coup, à l'extérieur du couple, ça a l'air enfin beaucoup plus beau, beaucoup plus optimiste. Mais tout ça, en fait, ce sont souvent de mauvaises façons de dire ou des façons de ne pas savoir comment dire. Et vraiment, l'apprentissage, c'est celui d'identifier clairement les choses en soi et d'apprendre à les communiquer et d'apprendre à les transformer. La résolution de conflits, hein, qui est un des aspects qui est abordé aussi dans le programme, mais ça passe par des aptitudes et par des comportements concrets. Il y a des formules, un peu comme une formule mathématique qui est à appliquer et il y a des choses à éviter. Si, Aussi. par exemple, on ne sait pas gérer sa colère et qu'on explose et qu'on crie et qu'on n'écoute plus l'autre, on ne sera jamais dans une perspective de résolution. C'est pour ça que le premier point avec les colères envahissantes, c'est contre-intuitif, hein, ce que je vais dire, c'est de ne rien dire. C'est de ne rien faire tout de suite, mais simplement de dire, écoute, là, je vois bien que je suis plus au bon endroit, je suis trop confronté, je vais aller me calmer et après, on s'en reparle. Et après, on s'en reparle. Et si on n'est pas capable de s'en reparler parce qu'on s'énerve à nouveau, on recommence la même stratégie de, hey, on n'est pas encore capable de se réguler, je dois m'éloigner jusqu'à ce que ça se fasse plus spontanément et qu'on puisse se réguler en situation. Parce que c'est ce qui fait que souvent on va trop loin. J'imagine que les gens se blessent davantage aussi, parce que dans Oh un que oui. conflit, Oh on oui, entend oui, toujours oui. les gens dire, ben, oui, je ne le pensais pas, mais des fois c'est dit, des fois la blessure est là, le mal est fait un peu. De toute façon. Puis ça, c'est vraiment important parce que il y a des paroles, il y a des blessures qui ne s'effacent pas facilement. Même si on dit à l'autre, ben, les mots ont dépassé ma pensée, mais malgré tout, ces mots-là, on ne pourra jamais en fait rattraper combien ça a été blessant pour l'autre. Quand bien même l'autre le sait que les mots ont dépassé la pensée, il a quand même entendu ces paroles et elles ont peut-être fait écho à une souffrance, à une blessure. Donc, et puis sur le plan neuropsychologique, hein, on sait qu'à partir du moment où on est très très activé émotionnellement, les fonctions cognitives supérieures, donc la capacité de raisonner, est bloquée. On devient avec des amygdales, hein, on en a deux dans le cerveau qui se gonflent et qui nous préparent à l'attaque ou à la fuite. C'est strictement physiologique, on devient un animal. C'est pour ça qu'on dit Penser n'importe vraiment quoi, tout de suite, je ne dirais pas que ça me fait la peine, mais ça me fait penser aux enfants aussi là-dedans. bien Euh, sûr. donc qui sont là, qui entendent voix inconsciemment quand ils sont jeunes. Pris Donc, en otage. est-ce qu'il y a un effet direct sur les enfants, on pourrait Bien dire, sûr. lorsqu'on travaille notre couple, de couper des Absolument. choses générationnelles, peut-être? Tout à fait, je pense que c'est une super bonne remarque. C'est-à-dire qu'il y a un effet sur les enfants qui apprennent par observation. Tiens,
comment papa réagit, je suis un petit garçon, ou comment papa réagit, je suis une petite fille. Ben, c'est comme ça qu'on gère les émotions. C'est comme ça quand on est en colère. C'est comme donc les enfants sont des éponges. Ils apprennent par observation et ils vont reproduire. C'est pour ça qu'on a des milieux où les parents crient beaucoup et les enfants crient beaucoup. Donc au contraire, hein, je veux dire, ou en complément, des parents qui apprennent encore une fois à mieux gérer leurs émotions, à se sécuriser, ben, les enfants observent que oh, on peut être fâché, mais ça dure pas 3 jours et on se boude pas et il n'y a pas d'une tension qui est palpable dans la maison. Les enfants vont intégrer ce calme et cette bienveillance. À l'inverse, quand les couples sont très stressés, ben, l'enfant intègre ce stress-là, mais c'est aussi l'héritage qu'il observe d'une relation de couple. Il se dit et il intègre malgré lui, ah, c'est ça le couple, donc mon couple sera aussi un couple qui va crier ou qui va éviter ou qui va être anxieux, parce que c'est ce que mes parents m'ont montré. C'est très inconscient, comme on disait dès le départ, en Bien réalité. sûr, ça boucle la Absorption-là boucle. des modèles. Tout à Mais fait, ce que je tout trouve à fait, extraordinaire là-dedans, c'est que le travail qu'on fait chacun sur soi, sur notre couple, a un impact direct finalement sur nos enfants aussi. bien sûr. C'est je trouve ça très motivant. Le parent, c'est le régulateur émotionnel de l'enfant. Hmm. Donc, si le parent est dérégulé, pète les plombs, s'énerve, claque la porte, ce que l'enfant intègre, c'est la dérégulation émotionnelle. Il n'y a pas un enfant qui est capable de régler et de réguler ses émotions alors qu'il a comme modèle un parent complètement dérégulé. C'est impossible. Ça fait du C'est sens. vraiment une empreinte au niveau du cerveau. Hmm. C'est une empreinte, hein, neuropsychologique. Donc, quand on grandit, ben, c'est comme ça qu'on réagit sans même savoir pourquoi on réagit. C'est vraiment hein, imprimé en soi, tant qu'on ne l'a pas remis en question. Ben, c'est d'ailleurs, ça m'amène, c'est wow, c'est extraordinaire. J'aurais voulu d'en parler des heures, hein. C'est un sujet qui nous passionne l'un et l'autre, mais je pense que les gens qui nous écoutent aussi, ça résonne. Puis ça nous amène un peu à votre programme. On a mentionné un peu le programme depuis le début, mais Mm. peut-être je vais vous laisser un peu l'introduire. Qu'est-ce que vous proposez maintenant comme outil, solution pour les couples puis les personnes seules aussi? Oui, c'est ça. C'est parce que c'est un programme en fait pour les couples et les célibataires. Et c'est donc un programme qui est planifié sur 10 semaines, qui évidemment se fait dans le temps qu'on veut, puisque c'est un programme aussi qui est prévu pour que la personne puisse le conserver à vie. Donc, et moi, mon objectif, c'était vraiment que ce soit évolutif, donc éventuellement de rajouter de nouveaux outils, donc faire évoluer ce programme, mais qu'une personne aussi se dise, tiens, j'ai vu ça il y a 2 ans, je pense que j'ai besoin d'aller revoir un petit peu ce qui se disait. Tiens, il y a de nouveaux outils peut-être. Et donc, le programme, il est toujours articulé autour des grands thèmes de la relation de couple, hein, euh, et donc communication, intimité, régulation émotionnelle, mais en même temps, il y a toujours, chaque semaine, en fait, et une vidéo d'introduction de ma part sur le sujet où j'explique les éléments, en fait, de cette thématique-là. Il y a ensuite une partie qui est beaucoup plus de conscience de soi, de réflexion. Et cette partie-là, c'est souvent un questionnaire, c'est souvent des questions avec un résultat, une interprétation. Et puis, en troisième lieu, il y a vraiment une partie qui est beaucoup plus pratique. Et là, ce sont des exercices complètement diversifiés qui sont à la fois des exercices pour le couple, donc si on est en couple, mais des exercices aussi pour célibataires, où les gens peuvent revenir à leur relation, peuvent aussi s'exercer avec un parent, un ami. Le but, c'est d'aller toucher, en fait, dans le concret des choses, dans les pratiques, qu'est-ce que voulait dire cette notion en fait et comment elle s'incarne dans le quotidien? Évidemment, hein, c'est structuré autour du style d'attachement. Donc les gens ont toujours la possibilité d'identifier leur style d'attachement au départ, de voir peut-être aussi comment il évolue au fur et à mesure. Et on est vraiment dans des attitudes très pratiques à mettre en place au quotidien. Euh, et c'est, pour moi, hein, c'était important que ce soit vraiment ancré dans mon expérience clinique, ce que je constate en fait hein, depuis cette année, 35 ans, avec les couples, et en même temps que les gens fassent des liens pour se dire, ben, tiens, mon histoire est différente, mais elle ressemble beaucoup en fait à ces gens qui vivent des difficultés et qui les ont résolues. Comment les résoudre?
c'est ça que j'essaie d'apporter. C'est ce lien, en fait, qui n'est pas uniquement théorique, mais il y a une théorie, mais voici comment elle se traduit dans votre quotidien et ce que vous pouvez faire. Puis je dois vous faire une petite confession. OK. On s'est inscrit au Ouais. programme, j'étais un peu sceptique. Je dois l'avouer, je vous le OK, dis, OK. sincèrement. OK. Un, parce que personnellement, je n'avais pas eu la chance de vous connaître. Je n'avais pas lu Ouais. votre livre. Ma conjointe l'avait lu. Donc, OK. j'ai été sur une base de confiance. Elle me dit, écoute, c'est vraiment bien, etc. Le livre, j'ai aimé. Parfait. Fait qu'on, dans une démarche. Et c'est dans mon. Ça fait partie de mon travail. Je travaille les émotions, l'hypnose. Je suis toujours des formations en ligne, donc je suis quand même assez Oui, critique, je oui, dois oui. l'avouer. Ouais. Et la première chose qui me surprit, c'est que c'était extrêmement clair, OK. bien exprimé, et la qualité m'a impressionné. Littéralement, dès la semaine 1, j'ai dit à ma conjointe, Wow, je suis impressionné. Et OK, à ben, chaque tant mieux. semaine, à date, c'est comme ça, j'apprends sur notre style, sur le match de notre couple, sur le cerveau, Oui, le oui, développement, oui. et c'est Oui, comme c'est ça, ça. sans Oui. arrêt. Oui, ben, c'est tant mieux, ça me fait très plaisir. Et c'est vrai que je l'ai moins mentionné, mais il y a aussi toute une semaine hein, qui présente toutes les combinaisons de styles Oui. d'attachement, qu'on soit deux anxieux, deux évitants, un anxieux, un évitant, un désorganisé. Et c'est pour ça que les gens vont se retrouver, parce que on fait tous partie d'un des styles d'attachement. Donc, inévitablement, on va tous se retrouver. Donc, c'est sûr que on peut en retirer quelque chose pour soi et on peut en retirer quelque chose pour la relation actuelle ou pour se préparer à la Hmm. future relation. Mais c'est vrai que oui, j'y crois beaucoup en fait à la possibilité de changement parce que je le constate au quotidien depuis des années et puis que je l'ai vécu moi-même aussi intérieurement, quoi. Ça Euh, se ressent, ça transparaît dans la vidéo et ça oui, inspire beaucoup. Nous, oui, ça oui, oui, sécurise. On a oui, besoin oui, d'être sécurisé. Quand on vit un conflit, puis on va voir un thérapeute ou un programme, on cherche à quelque part une partie de nous à être sécurisé pour pouvoir avancer. tout Sinon, à fait. on se rétracte dans nos positions. Exactement. Puis sortir du négatif pour essayer d'aller vers OK, mais il y a beaucoup de choses possibles. Est-ce que je peux essayer de tester, de mettre en place telle ou telle attitude ou tel comportement ou telle stratégie et d'essayer en même temps, puisque c'est ce que permet le programme, de réfléchir à pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce qui est difficile? C'est vraiment une démarche de rencontre avec soi-même et avec l'autre. Et c'est comme si moi j'ai eu le feeling d'avoir une autre paire de lunettes pour regarder qu'est-ce qui se passe Ouais, 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 ouais. dans nos défis, nos conflits. Et soudainement, avec une autre paire de lunettes, on voit d'autres choses. On a un autre angle et là, avec d'autres outils, ça nous permet d'évoluer là-dedans, ce que j'ai trouvé extraordinaire. Donc, on va mettre dans le fond là, un peu le détail pour s'inscrire des gens qui vont être sous l'écran. On pourra Eh mettre oui, le lien. eh oui. Ce Mhm. lien-là amène d'ailleurs vers une vidéo de vous qui explique beaucoup plus en détail chaque semaine, je crois, tout le Oui, tout à détail fait. là, hein. Tout à fait. Oui, j'ai pris vraiment chaque semaine pour expliquer, pour que les gens se disent aussi, mais je vais vers quoi? Et puis, il y a aussi cette possibilité hein, vis-à-vis du programme, les gens peuvent l'essayer pendant une semaine. Si ça leur plaît pas, ils peuvent justement hein, demander un remboursement, mais ils le gardent à vie. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses pour justement essayer de sécuriser les gens dans cette Puis, démarche. il y Ouais, a une tout à fait. plateforme aussi sur Facebook où d'ailleurs on met des commentaires, nos questions Ouais, cette ouais, ouais. semaine. Oui, il y a une communauté privée Facebook qui vient avec l'accès au programme. Et croyez-le Euh, ou non, il répond oui, 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 j'essaie le de plus mettre des possible. choses et puis oui, des textes aussi inspirants qui sont propres à la communauté privée. Ouais, tout à fait. Donc, on va mettre sous la vidéo le lien, les gens pourront aller voir, explorer. Puis moi, je vais aussi mettre du mien parce que j'y crois. Je m'investis toujours dans ce que je crois. Je Hmm. ferai, moi, pour tous les gens qui vont s'inscrire, je vais leur donner accès à avoir une séance d'hypnose gratuite en ligne pour Ah, complémenter merveilleux. ce qu'eux vont avoir découvert qu'ils ont besoin de travailler parce que chaque personne est différente. Ouais, c'est vraiment bien. Je pense que c'est un beau cadeau ce que vous l'offrez. Ça fait un complément à ce que vraiment quelque chose qui est très complet que vous offrez. C'est un peu ça que je fais en consultation privée avec mes gens. Je travaille un aspect pour eux qui veulent travailler. Puis j'ai découvert que ça peut les aider de se comprendre dans leur style d'attachement. Donc ils savent beaucoup quoi travailler maintenant. Et là, ça devient motivant parce qu'ils travaillent sur les bonnes choses. Ils réalisent leur part dans le Tout à processus. fait, tout à fait. Puis je trouve que c'est vraiment bien que les gens puissent aller vous voir et aller voir quelqu'un
qui justement est aussi dans l'humilité, parce que euh, je trouve que vous n'avez pas du tout un discours tout puissant de quelqu'un qui sait tout, mais au contraire quelqu'un qui continue à réfléchir, à se questionner, et ça, c'est vraiment la garantie d'un professionnel qui est à la bonne place, et je pense que c'est précieux pour les gens. Merci. Puis on est juste comme tout le monde, des humains, et on vit même si on aide, on a nos difficultés, nos défis, et on évolue. Donc, Absolument. voilà, 5 ans, j'avais d'autres perceptions. Aujourd'hui, c'est Ouais, ça. ouais, ben Et on oui. espère s'en aller tous vers deux styles sécurisants dans le futur. Tout à fait, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et C'est sûr. donc, pour ceux qui ont écouté, envoyez-nous, vous pouvez m'écrire sur la publication que vous voyez ou par courriel. Écrivez-moi vos questions. Et si le docteur Pistorius est ouvert, ben, peut-être qu'on s'en fera un petit live juste pour répondre aux questions. Avec grand plaisir. Moi, je trouve ça toujours très intéressant de rester vraiment au cœur de ce que vivent les gens. Donc oui, ça m'intéresse beaucoup que les gens n'hésitent pas, quoi. Bon, ben, je vais collecter ce que je reçois et on se fera une petite plus rapide, bien sûr, pour répondre à des questions peut-être plus spécifiques que les gens ont, qui n'auront pas trouvé après avoir vu le détail des 10 semaines. Mais hey, merci, merci Ah, beaucoup. merci infiniment, c'est un grand Très plaisir. reconnaissant pour votre temps, votre énergie et vos connaissances aussi. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci, M. Pistori. Merci à vous.